Bonjour et bienvenue dans cette émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin. Je propose aujourd'hui de terminer la lecture de la deuxième strophe de Comme lorsqu'au jour de fête de Hölderlin et j'aurai également le temps de commencer celle de la troisième. Je rappelle que je m'appuie sur la traduction de Jean-Pierre Lefebvre que l'on peut lire dans son anthologie bilingue de la poésie allemande publiée dans la collection de la Pléiade. Nous avons vu précédemment que nature devient un mot qui n'évoque plus ce qui vient ou ce qu'il s'agirait de découvrir pour révéler une vérité naturelle à la manière du romantisme allemand. Heidegger dit ceci: si le mot nature reste néanmoins admis comme mot-clé de ce poème, il le doit aux ultimes vibrations d'un pouvoir d'évocation dont l'origine remonte loin en arrière, à savoir ce qui s'entend d'un appel inaugural qui attend toujours. Qu'est-ce qui se dit là? Il nous faut en effet faire un trop bref détour pour approcher le mouvement singulier à l'œuvre dans le poème de Hölderlin. La nature, natura, se dit en grec phusis. Il s'agit du mot fondamental des poètes du commencement de la pensée occidentale. Phusis signifie croissance. Mais comment les Grecs entendaient-ils ce croître? Il n'est pas à entendre comme une augmentation quantitative, ni comme une évolution, pas davantage comme la succession d'un devenir. Heidegger précise: phusis, c'est s'avancer, lever et s'épanouir, une ouverture qui, s'épanouissant, retourne en même temps dans l'avancée et ainsi se referme dans ce qui à chaque fois donne à tout présent sa présence. Dans Grammaire et étymologie du mot être, il dit ceci: le croître s'avère être une éclosion, ce à quoi il est accordé d'éclore, recevant son sens à son tour, à partir de ce qui se déploie en présence, en venant y paraître. C'est l'expérience de l'ouvert en son éclosion où toute présence se déploie et se reprend. Phusis, pensée comme parole fondamentale, signifie donc l'épanouissement dans l'ouvert, la source de cette éclaircie dans laquelle seulement quelque chose peut venir apparaître, se placer dans son contour, se montrer dans son aspect et être présent à chaque fois comme ceci ou cela. Phusis est la levée, la source de l'éclaircie. Elle est ainsi le foyer et le lieu de la lumière. Le rayonnement de la lumière appartient au feu, il est le feu. Le feu est en même temps clarté et ardeur. Dans sa lecture du poème, Heidegger fait tourner ensemble la clarté et l'ardeur du feu. La clarté qui rend perceptible tout ce qui apparaît depuis l'ouvert, et l'ardeur qui porte ce qui se présente au feu de son apparition, c'est-à-dire son absence. Autrement dit, le feu est l'ouvert qui toujours déjà s'avance dans sa présence phénoménale en tout pour s'en aller enfumer. La phusis est ce qui est présent en tout dans ce mouvement d'ouverture apparaissante et en même temps de présentification de l'absence. Heidegger termine ainsi son développement de la nature comme phusis. Mais alors la nature, si elle est phusis, ne doit-elle pas, en tant que toute présence, être en même temps celle qui enflamme tout? Dans le poème, Hölderlin nomme ainsi la nature, celle qui crée et qui anime tout.
La suite du poème invite à répondre par l'affirmative. Toutefois, il convient de préciser que la nature, en tant que toute présence, enflamme, mais à la condition de devenir autre que ce que lui indique son sens premier. Chose importante, la nature ne peut éclore qu'à rééclore. Ainsi, après cette longue parenthèse à l'intérieur de laquelle la nature tire son essence de la vérité en retrait du mot physis, Heidegger avance maintenant que la portée de la physis a de fait échappé à Hölderlin comme à quiconque. Mais surtout, et il s'agit là d'un point central pour bien approcher le poème, en parlant de la nature, Hölderlin n'a pas cherché à faire revivre ce qui s'était découvert au premier grec. Dans le mot nature, Hölderlin dit autre chose encore, qui se trouve bien en un rapport secret à ce qui fut initialement nommé physis. Voilà pour la strophe 2. Passons maintenant à la lecture de la strophe 3 que voici. Mais maintenant, le jour se lève. Je l'attendais et l'ai vu venir. Et ce que j'ai vu, le sacré, soit ma parole. Car elle-même, elle qui est plus vieille que les temps, il se tient au-dessus des dieux du soir et de l'Orient. La nature, maintenant, s'est réveillée dans un bruit d'armes. Et depuis les hauteurs de l'éther jusqu'au fond de l'abîme, selon, comme jadis, une loi rigoureuse engendrée du chaos sacré, de nouveau l'enthousiasme éprouve, lui, l'omnicréateur, sa renaissance. C'est l'éveil. Nous assistons au lever du jour, de la clarté qui embrase le tout de son feu nouveau. Le lever du jour est la venue de la nature qui reposait auparavant dans son pressentiment. L'aube est la nature nouvelle en sa venue. Et dans le poème, il y a l'idée d'un miracle qui ouvre quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui est en dehors de l'ordre. C'est à partir de là que s'ouvre la fête comme temps hors du commun pour les mortels, et qui est cet ordre du sacré. Le temps que nous révèle Hölderlin ici, c'est d'une part un temps qui va vers sa source, mais c'est aussi et surtout, comme on l'a vu, un temps qui est pressentiment dans le présent. Le présent du poète accomplit le passage entre le plus lointain passé, c'est-à-dire la nature qui tire son essence de la physis, et le pressentiment du plus lointain en voie d'advenir. Je l'attendais et l'ai vu venir. Le poète est dans la nécessité de dire l'invocation de et par la nature que Hölderlin nomme à présent le sacré. Maintenant, le jour se lève. Citant un extrait de l'hymne À la source du Danube de Hölderlin, Heidegger pose la question de savoir si le mot nature n'est pas déjà dépassé comme motif dans ce poème. Il dit en effet « Ce dépassement est la conséquence et l'indice d'un dire qui va chercher plus haut la source de sa provenance. » La suite du poème invite bien plus à considérer que ce sont dans les profondeurs que Hölderlin trouve la dite source de sa provenance. Le lever du jour est la lumière qui se fait dans l'éclaircie présente en tout. L'éveil de la lumière éclaircissante est, dit Heidegger, la plus silencieuse de tous les avènements, Ereignis en allemand. Mais parce qu'il est nommé, et même exige d'être nommé, l'éveil de la nature vient à la sonorité de la parole poétique. Dit autrement, le poème est réponse à l'appel pressenti en nommant la parole qui est éveil de la nature éclaircissante et silencieuse. Là, Heidegger énonce une phrase forte. Car, nommant l'essentiel,
la parole sépare l'essence de l'aberrant. Il distingue l'essence de ce qui s'en écarte, à savoir le logos quand il n'admet que la raison ou le langage au sens linguistique du terme. Cette remarque trouve un écho direct à ce qu'Euripide fait dire à Dionysos lorsqu'au lendemain de la mort de Penthée, il s'adresse au peuple de Thèbes. Nous y reviendrons la prochaine fois. Rappelons toutefois que quand Hölderlin compose comme lorsqu'au jour de fête, par ailleurs, il est justement occupé à traduire les bacchantes du même Euripide. Voilà pour cette introduction de la troisième strophe. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique et à dans 15 jours pour la suite de À l'écoute du pensée poétique. Au revoir.